Et de la RDC, on continue à en parler avec l'ancien Premier ministre de 2012 à 2016, Matata Ponyo Mapon, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir un nouveau livre, La bataille pour la stabilité du taux de change dans un pays en développement. On y reviendra, mais d'abord, difficile de passer à côté de l'actualité. Vous étiez Premier ministre lors de la prise de Goma par le M23 en 2012. À l'époque, ils étaient restés quelques jours à Goma. Que faudrait-il faire cette fois-ci pour mettre un terme à ce conflit ? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité à ce journal. De prime abord, je dois compatir avec l'ensemble de la population, non seulement du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu. Cette population qui vit des moments très difficiles. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des traumatismes, il y a des blessés graves, ainsi de suite. Et tout le monde le sait, ce n'est jamais facile de vivre ces moments. Donc je voudrais compatir avec l'ensemble des familles éprouvées et affectées. Deuxièmement, je voudrais dénoncer, mais c'est tout à fait normal, et dénoncer cet appui rwandais au mouvement M23, ce qui n'est pas normal. Et il s'agit là d'un appui non justifié. Il s'agit bel et bien d'une agression qui a été documentée particulièrement par les services des Nations Unies. Situation que vous connaissez, que vous avez connue. Situation que feriez-vous à la place des autorités congolaises aujourd'hui ? Écoutez, ce que nous avons fait en 2012, juste un mois après que je sois nommé Premier ministre, je suis allé à Bunagana et nous avons pu échanger avec les FARDC, les militaires qui étaient là, et nous avons pris en compte leurs desiderata. En fait, en effet, il s'agissait d'un déficit des gouvernances et un déficit des leadership. C'est-à-dire exactement concrètement. Et concrètement, ce que les militaires n'avaient pas, ce qu'il fallait, en termes logistiques, en termes d'armement, en termes des munitions, en termes des stratégies, en termes des renseignements. Et aujourd'hui, c'est sans doute. Mais ça, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que nous avons vécu. Et en termes de leadership, il y avait aussi besoin d'une gouvernance qui pouvait communiquer avec les troupes pour pouvoir amener la bataille. Et c'est ce que nous avons fait en 2012 et en 2013. Vous avez dialogué avec le M23, par exemple ? Écoutez, ça, c'est un problème qu'il faut pouvoir examiner globalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été faite par l'Église catholique au travers la SENCO et l'Église protestante à travers l'ECC, et qui a vu le chef de l'État et qui nous a vu nous-mêmes, qui a vu d'autres opposants, qui a vu même l'opposition militaire, donc le M23. Mais un dialogue direct entre les autorités de Kinshasa et le M23. Bon, moi je pense qu'il faut plutôt inscrire ça dans l'initiative globale de l'Église catholique et de l'Église protestante, parce qu'en fait, ils prônent un processus de paix au profit de l'ensemble du pays. Et moi, je crois que notre parti, les LGD et alliés, qui a été consulté par l'Église catholique et l'Église protestante, nous avons dit que nous étions favorables à cette initiative de paix, à cette initiative de dialogue. Dans tous les cas, madame, à défaut d'une solution militaire, il n'y a que la solution pacifique, celle qui passe par les dialogues. Alors, on a entendu le président Tshisekedi accuser son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être derrière la rébellion du M23 AFC. Vous qui avez été le Premier ministre de Kabila, que pensez-vous de ces accusations ? Bon, écoutez, je n'ai pas
l'exactitude des informations qui dispose le président Tshisekedi pour pouvoir affirmer ce qu'il a dit, et je serais mal placé pour pouvoir donner un avis parce que je ne dispose pas des éléments. Moi, je suis dans l'opposition et je ne suis pas dans l'administration publique, je ne suis pas dans le gouvernement actuel pour savoir quels sont les éléments à sa disposition pour pouvoir affirmer une telle thèse. Donc, je suis mal placé pour donner un point de vue. On va revenir sur votre livre. Pourquoi ce choix du thème, la stabilité du taux de change? Écoutez, madame, vous savez, le taux d'échange confère le pouvoir d'achat. Le taux d'inflation confère le pouvoir d'achat. Le taux d'échange, en fait, c'est la valeur externe de la monnaie nationale. Et les taux d'inflation impliquent le pouvoir d'achat des biens à l'intérieur du pays. Et ce qui s'est passé, c'est que de 2010 jusqu'en 2012, j'étais ministre des Finances, j'ai stabilisé les taux d'échange. C'est ce que vous affirmez aux environs de 900. Comment j'ai stabilisé le franc congolais pendant 7 ans, voilà. 2010 à 2016. De 2010 à 2012, je suis ministre des Finances, les taux d'échange restaient stables. De 2012 à 2016, je suis Premier ministre, le taux d'échange restait stable. Et comment Pendant 7 ans, il est resté stable, il n'a pas bougé. Comment obtenir cette stabilité alors du taux de change? Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ces livres. Oui. D'abord, il y a des mécanismes théoriques, plusieurs théories. Il y a la théorie des quantitative de la monnaie, elle est très classique, qui permet d'équilibrer le flux monétaire et le flux réel. 2, il y a la théorie monétariste de Milton Friedman, qui considère que l'excès de liquidité monétaire entraîne toujours les dérapages au niveau des prix et, par ricochet, au niveau des taux de change. Mais il y a aussi, madame, ce qu'on considère comme la théorie keynésienne. Et Keynes, vous savez, c'est presque l'un des symboles économistes du XXe siècle. Il dit, attention, l'injection de liquidité monétaire, lorsqu'elle est bien utilisée, n'est pas amener l'inflation ou la dépréciation monétaire. C'est un peu une certaine nuance aux théories monétarisme friedmanien. Et nous n'avons pas fait la stabilité du taux d'échange pour la stabilité du taux de change. Nous avons pu utiliser cette stabilité du taux de change comme une sorte de fondation. Parce qu'en fait, la stabilité macroéconomique est considérée comme la fondation sur laquelle s'élève le mur de la prospérité. Donc pour le pouvoir d'achat, voilà. Mais quoi d'autre encore? Le pouvoir d'achat, mais il faut... Quels sont les avantages de cette stabilité? Il faut la création des richesses. Il faut que la production augmente. Et là, nous sommes référés à des théories. Milton, la théorie des croissances économiques endogènes, la théorie des croissances économiques exogènes. Et là, nous avons mis un point important sur les capitaux humains, sur la connaissance, sur le professionnalisme. Et je pense que tous ces éléments, une fois combinés, nous ont permis de stabiliser la monnaie pendant 7 ans. Et ça, c'est exceptionnel. Et après cette période, que pensez-vous de la politique économique actuelle de Kinshasa? Écoutez, avant nous, il y avait l'instabilité du taux de change. Mais après nous, il y a l'instabilité du taux de change. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Comme je l'ai dit, nous avons appliqué des théories. Mais à toutes ces théories économiques, nous avons appuyé la théorie du leadership. Vous savez, la théorie du leadership, madame, c'est celle qui vise à pouvoir conduire, à faire face aux obstacles, à faire face aux sentiers battus. Et il faut absolument avoir des objectifs précis et avoir de la méthode et de la technique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une dépréciation monétaire continuelle qui est due non seulement à un déficit de leadership, à un déficit de gouvernance, avec la corruption qui s'est installée comme pratiquement un sport national, les détournements des fonds publics, malheureusement appuyés par les Fonds monétaires internationaux. Ce Fonds monétaire international, nous avons fait la stabilité de taux de change entre 2010 et 2012 sans appui du Fonds monétaire international. Mais aujourd'hui, vous avez l'appui du Fonds monétaire qui contribue pratiquement à la déstabilisation du cadre macroéconomique. Et à retrouver donc tout cela dans votre dernier livre, La bataille pour la stabilité du taux de change dans un pays en développement. Matata Ponyo, merci. Merci. Ancien Premier ministre de la RDC. Merci.